de cette conférence. Oui, bonjour à tous. Voilà. Si jamais vous avez des questions, au fur et à mesure de la conférence, n'hésitez pas à les poser, donc directement, dans le chat. Jennifer et moi-même, y avons accès, donc on pourra, soit vous y répondre directement, soit donc, à un moment j'y répondrai au moment opportun, au fur et à mesure de la conférence. Et surtout, donc il y aura, c'est une conférence donc qui se veut interactive. Il y aura des moments où donc je ferai appel à vous. Et donc là, cette fois-ci, n'hésitez pas à répondre directement à l'oral en rallumant vos micros si voilà, si vous le souhaitez, ou via le chat. Donc c'est à vous de voir votre préférence. Et on est peu, donc si certains veulent mettre également les caméras, surtout n'hésitez pas. Ça fera du bien de voir un petit peu les visages de tout le monde en cette fin de journée. Voilà. Donc, qu'est-ce que le handicap? Vaste question, et je voulais commencer en vous demandant un petit peu quelle est votre représentation du handicap, puisqu'on a tous et toutes un petit peu des idées, des représentations qu'on se fait vis-à-vis du handicap. Et l'objectif de cette conférence, c'est justement d'essayer de eh bien de se mettre face à ces représentations, de voir plutôt quelle est la réalité du handicap. Et donc, à votre avis, en tant que vous, étudiant, quelle est la représentation qu'on peut se faire du handicap? Ça peut être des représentations que peut-être vous ne pensez pas, mais voilà, quelle image, quelle vision vous avez, vous, du handicap? Encore une fois, donc n'hésitez pas à participer soit via le chat, soit directement en remettant vos micros. À votre avis, voilà, quelle pensée on peut avoir vis-à-vis du handicap en tant qu'étudiant, soit par rapport à un camarade ou une camarade, etc. Alors, Laetitia, ayant fait des études d'ergothérapie, j'attends plutôt que les autres répondent en premier. Pas mal pour se dédouaner, Laetitia. En effet, c'est une. Peut-être que tu as une idée un petit peu plus précise. Est-ce que quelqu'un aurait justement des réponses? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je pense que le terme handicap, ce serait plus lié à une incapacité, que ce soit physique ou mentale, et qui pose justement des difficultés. Et notamment dans le cadre universitaire, ce serait plutôt soit des difficultés à des accès, ou alors des difficultés à comprendre certaines notions dues à justement un handicap plutôt mental. Mmh. En effet, c'est vraiment pas mal comme, comme définition. Plutôt, voilà, il manque quelques éléments, mais en effet, il y a pas mal de notions, donc incapacité, difficulté, en effet. Alors, je suis désolée, je connais pas le prénom. Je dirais que beaucoup ne savent pas comment aborder les personnes en souffrance. Donc j'imagine que c'est en souffrance. Plutôt, en effet, il y a certaines personnes qui vont pas forcément, justement savoir, eh bien, comment aborder, le handicap, et donc on peut se retrouver avec des situations, peut-être, assez cocasses, où, par exemple, une personne en fauteuil roulant, on va être amené à parler plus fort, alors que, c'est pas parce qu'une personne est en fauteuil roulant elle n'a pas toutes ses capacités, auditives. D'autres réponses, d'autres personnes souhaitent, apporter des éléments? Comment est-ce que vous, justement, voyez le handicap? Donc on a 2-3 personnes qui ont répondu. Sinon je désigne, vous êtes pas beaucoup, donc je peux me permettre. Bonjour. Alors peut-être Bonjour. pour rebondir, sur ce qui a été dit, il y a une notion effectivement de quelque chose qui peut être de l'ordre de l'invisible avec, entre guillemets «les troubles cognitifs» que la personne a, et donc quand on est dans un amphi, on peut, ne pas avoir conscience de notre voisin d'à côté qu'on ne connaît pas, qui peut être, en difficulté. La dimension également environnementale, en abordant l'accès, et en ayant fait des études d'ergothérapie, oui, je trouve ça important aussi qu'on puisse mettre l'accent sur ça, voilà, on va dire, peut-être, on voit, les personnes qui ont des
plus de difficultés avec, qui ont d'autres besoins, notamment les gens qui sont en fauteuil roulant. Voilà, c'était aussi une réflexion que je voulais apporter. En effet, donc je vois qu'on a quelques connaisseurs avec nous. Donc là, je retiens deux notions, donc les deux notions, Dissa, que tu as indiquées. La notion du handicap invisible. En effet, on n'est pas forcément conscient donc qu'on peut être face à une personne en situation de handicap, et justement le fait que le handicap dépend de l'environnement. Ça, on aura l'occasion d'y revenir juste après, mais c'est une notion qui est importante. C'est l'environnement qui crée la situation de handicap. Et si l'environnement était adapté, il n'y aurait pas forcément difficulté. Alors, Faisal, il existe différents types de handicap, que ce soit social, physique, psychique. Le handicap va donc avoir un impact sur l'insertion sociale de l'individu. En effet, oui, il existe différentes typologies de handicap. Pareil, on aura l'occasion donc de les voir et de les découvrir tous ensemble, même si je pense que certains d'entre vous ont déjà, voilà, j'ai entendu handicap cognitif. Il y a eu une histoire donc d'incapacité physique ou mentale. Là, je vois le psychique, etc. Et en effet, certains handicaps peuvent avoir un impact sur l'insertion sociale de l'individu. En effet. Alors, donc on a pas mal de notions, donc je pense que je vais avancer un petit peu pour justement donc voir ensemble quelle définition, pour avoir la définition vraiment globale du handicap. Selon l'OMS, donc il y a en effet il y a la notion de déficience, comme ça a été indiqué, donc une déficience qui peut être donc psychologique, physique, physiologique, anatomique, et cette déficience crée une incapacité, c'est-à-dire une réduction de la capacité à accomplir une activité d'une façon normale, avec des énormes guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme. Et comme Faisal l'a indiqué, cette incapacité entraîne un désavantage social. Par désavantage social, on va comprendre tout préjudice, ou en fait tout préjudice à l'accomplissement d'un rôle qui est considéré comme normal, encore une fois avec des guillemets, compte tenu donc de l'âge, du sexe ou des facteurs socioculturels. Voilà. Donc vraiment ces trois notions. Donc merci, vous les avez toutes, à vous tous rassemblées. Et donc en France, on est arrivé donc à une définition du handicap qui est donnée dans la loi de 2005, qui est la suivante. Donc, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison donc d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychologiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, il y a beaucoup de notions dans cette définition. Donc, cette définition, elle reprend donc la notion de limitation d'activité, de restriction, comme vous l'aviez dit. Elle reprend donc la notion, ce qui est assez important, c'est qu'elle reprend la notion donc d'environnement, comme Laetitia, si je ne me trompe pas, l'a indiqué. En effet, c'est une limitation, une restriction subie dans l'environnement. Ça, c'est une notion qui est importante, puisque en France, on ne voit pas, on ne voit plus en tout cas le handicap comme une pathologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas une liste de pathologies qui sont considérées comme des handicaps, mais c'est plutôt un handicap qui est dit situationnel, c'est-à-dire donc c'est l'environnement qui crée une difficulté, une limitation, une restriction, etc. Et cette définition, elle reprend également les différentes typologies donc de handicap. On parle donc d'altération donc des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ce qui est important. Et le handicap est également défini dans le temps, on va dire, c'est-à-dire que ça peut être une altération donc définitive, donc l'altération restera à vie, mais il y a également la notion de durable. Alors, durable, c'est donc un handicap qui n'est pas forcément définitif, mais qui,
qui a quand même une certaine durée qui est supérieure à 1 an. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous allez skier, le jour où on pourra aller skier, que vous vous cassez une jambe, mais que au bout de 6 mois, vous êtes sur pied, eh bien, aux yeux de la loi, donc vous serez quand même en situation de handicap pendant un temps, mais disons que vous ne pourrez pas vous faire reconnaître au niveau administratif, au niveau de la loi française, comme en situation de handicap, vu que 6 mois après, vous êtes de nouveau sur pied et vous n'avez plus de restrictions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette notion de durable ou définitive, ou ça vous paraît clair? Est-ce que peut-être vous avez d'autres exemples, enfin vous avez des exemples de handicaps qui sont durables mais non définitifs, excusez-moi? Je ne sais pas si certains d'entre vous, pareil, soit en remettant vos caméras, soit les ALD. ALD, tu veux dire, Faisal? Si tu peux m'écrire en entier. Affectation. Ouais, Oui. je voulais parler des affectations de longue durée. Oui, est-ce que tu as un exemple en tête, justement, d'une affectation de longue durée? Par exemple, les personnes qui ont une sclérose en plaques, par exemple, ou certaines maladies cardiovasculaires, etc. Donc, il y a différents types d'ALD, en fait. Il y en a, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 10. Enfin, bref, voilà quoi. Il y a les maladies cardiovasculaires, certaines maladies neurodégénératives et d'autres. Oui, en effet, certaines maladies donc représentent, merci, Faisal de tes précisions, représentent donc des situations, enfin des handicaps, et qui peuvent donc certaines maladies, on peut s'en remettre, d'autres non, puisqu'en effet, par exemple, la maladie dégénérative, donc là, il n'y a pas forcément de traitement ou quoi que ce soit, mais ça peut justement pas forcément être définitif. Alors, le diabète en fait-il partie? Le diabète, très bonne question. Le diabète peut être considéré donc comme une situation de handicap en fonction donc des contraintes et des difficultés liées au diabète. Je pense notamment au diabète de type 2 où il y a un traitement qui peut, enfin alors, je ne sais pas si on peut parler de traitement lourd ou pas, puisque c'est plutôt subjectif, mais qui est quand même donc qui a des conséquences en fait, c'est-à-dire qu'il faut que la personne prenne absolument son traitement. Quand il y a une mobilité régionale ou internationale, c'est pas vraiment le bon moment en ce moment, mais quand il y a une mobilité, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le traitement suit bien la personne. Le traitement doit être gardé à une certaine température, etc. Donc, il y a des conséquences, des difficultés. Donc, ça peut représenter en effet une situation de handicap puisque, eh bien, il y a une certaine, voilà, il y a des certaines restrictions à avoir, en effet. Sinon, je pense notamment l'exemple donc d'un handicap durable et non définitif, ça va être la dépression, qui est donc qui peut représenter donc dans certaines conditions un handicap, en particulier quand ça dure eh bien sur une durée de plus d'1 an et qui n'est pas forcément définitive. Voilà. Hop, hop. Donc, ce qu'il faut résumer, donc, handicap, c'est limitation d'activité dans un environnement donné en raison de l'altération de fonctions, quelle qu'elle soit. Alors, on en a parlé tout à l'heure, les typologies de handicap. Je souhaitais vous les faire découvrir via un petit jeu des pictogrammes. Je vous ai mis plusieurs pictogrammes donc devant vous et j'aimerais qu'on les parcourt ensemble et que vous me dites eh bien, quel pictogramme correspond, selon vous, à quelle famille, on va dire, de handicap? On va commencer dans l'ordre, de 1 jusqu'à 10. Je vous ai mis 1 ou 2 faciles en premier. Et donc, à votre avis, le pictogramme numéro 1, quel handicap représente-t-il? Les handicaps auditifs. En effet, donc ça va être tout ce qui va être handicap auditif, malentendant, en effet.
Voilà, handicap auditif ou malentendance. À ne pas, ce pictogramme, c'est important de ne pas le réduire à la surdité uniquement. Puisque dans les personnes malentendantes ou handicap auditif, il n'y a pas que des personnes sourdes, donc surtout ne pas oublier ça. Pictogramme numéro 2, pareil, un facile, ça se complexifie peut-être un petit peu après. Malvoyant, en effet, c'est ça. Pareil, ne pas juste réduire ce pictogramme à la cécité. Malvoyance, donc, on va avoir, ça peut être soit donc, je sais pas, certaines maladies comme le glaucome, par exemple, le glaucome, je confonds toujours, qui va donc réduire la vision, par exemple, ou on n'y pense pas forcément, peut représenter, pareil, une situation de handicap. Le daltonisme, par exemple, qui touche d'ailleurs majoritairement des hommes, mais dans certaines situations, des maladies donc avec justement une déformation visuelle, on va dire, comme le daltonisme, peut, dans certaines professions, représenter un handicap. Je ne sais pas si vous avez des idées de professions, de métiers dans lequel ça pourrait représenter une situation de handicap. Certaines idées? Observation au microscope au laboratoire, en effet, c'est ça. Tout ce qui va être, en effet, observation quand on doit observer justement quelque chose au microscope, qu'on doit différencier certaines choses en fonction de leur couleur, que la couleur est la seule manière de différencier justement ce qu'on observe, ça peut s'avérer un petit peu compliqué. C'est ça. Sinon, je pense notamment à des métiers comme électricien où, quand on a des fils de différentes couleurs qui représentent différentes choses, voilà, ça peut être un petit peu compliqué et donc pourquoi pas là venir avec des méthodes autres que la couleur pour différencier donc tout ça. Alors que bon, quand on observe au microscope, c'est un petit peu compliqué d'aller sur la lame de microscope rajouter quelque chose. Pictogramme numéro 3, une idée? Déficiente intellectuelle, trouble cognitif, d'autres idées? Alors, ça ne va pas être les troubles cognitifs. Déficience intellectuelle, on n'utiliserait pas forcément ce mot-là, mais c'est une famille de handicap qui induit justement une déficience intellectuelle. Trouble de la personnalité, alors non. En effet, très souvent, à cause des deux visages, on pense souvent à un trouble de la personnalité, mais non, ça va pas être ça. Ça va être en fait le handicap mental. Donc le handicap mental induit, et handicap mental, donc personne qui a justement qui présente une déficience intellectuelle. Est-ce que vous avez des exemples de handicap mental comme ça, des idées peut-être de ce qui peut représenter un handicap mental? Autisme. Alors non, l'autisme va plus rentrer dans une catégorie d'handicap soit psychologique, ça amène des troubles psy, soit handicap cognitif, puisque on se rend des études récentes montrent qu'il y aurait une origine justement cognitive. Non, donc non pour l'autisme. D'autres idées? Dépression, alors non plus. La dépression n'induit pas de déficience intellectuelle. Et oui, Kenza, la trisomie, c'est ça. La trisomie fait partie donc de la catégorie des handicaps mentaux. En effet, puisque ça peut induire justement, ou ça induit donc une déficience intellectuelle. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le pictogramme, la personne de droite est représentée sous les traits donc d'une personne trisomique. Et pourquoi il y a un deuxième visage? C'est parce que très souvent, des personnes avec un handicap mental ont une personne qui les accompagne. En fait, c'est la signification derrière ce pictogramme. Pictogramme numéro 4.
Une idée, pictogramme numéro 4. Elle a un bras en moins, en effet. Justement dit. Donc en effet, c'est une personne qui a un bras en moins et c'est pour représenter les personnes soit les personnes donc amputées ou des personnes, il y a certaines personnes qui naissent avec un membre en moins, c'est beaucoup plus rare. Ça va plus représenter donc tout ce qui est les invalidités en fait. Et donc là, ça va tomber sous pension d'invalidité. Donc voilà, ça va être des handicaps qui sont peut-être un petit peu plus lourds en fonction de la personne. Pictogramme numéro 5. Des idées pour celui-ci? Trouble psy, c'est ça, Kenza, dans le 1000. En effet, c'est ce pictogramme donc, qui va représenter les troubles psy, donc, dans lequel on va trouver la dépression, mais également certaines maladies comme la schizophrénie, la bipolarité, ou alors tout ce qui va être trouble anxieux également. Avoir juste un doigt ou un orteil en moins, c'est considéré comme un handicap. Alors, ça va dépendre de la situation. J'aurais tendance à dire non, mais par exemple, avoir un orteil en moins quand on est, je sais pas, quand on est nageur professionnel, ou alors, en fait, ça va dépendre si ça induit, en fait, quelles sont les conséquences sur la personne. Ça peut être compliqué si cet orteil en moins induit des problèmes de mobilité. Ça peut justement représenter un handicap. Donc, pensez aux diabétiques qui se font amputer, en effet. Et oui, merci Jennifer, ça va dépendre, c'est tout à fait ça va dépendre du métier, puisque le handicap en fait est reconnu donc en particulier et surtout dans le milieu professionnel. Et donc voilà. Donc, si c'est un orteil en moins, qu'il y a un problème de mobilité, ça va représenter donc un handicap moteur. Mais s'il n'y a pas de problème de mobilité, eh bien, ça va dépendre du métier. Est-ce que ça pose un problème d'avoir un orteil en moins ou pas? Voilà. Donc vraiment, c'est un petit peu la question. Voilà, ça dépend. Pictogramme numéro 6. C'est quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure. Pathologie cardiaque, c'est ça. Ça va être tout ce qui est donc tout ce qui relève du cardiaque. Toutes les personnes qui ont des troubles cardiaques et qui peuvent nécessiter potentiellement de mettre en place une procédure d'urgence si jamais il se passe quelque chose dans le cadre de l'entreprise ou dans la vie quotidienne. Est-ce que, outre cet exemple, vous avez des exemples de métiers ou de situations professionnelles dans lesquelles ça pourrait représenter un handicap? Le BTP, le sport, pilote d'avion. Alors, sport et pilote d'avion, j'imagine que c'est pour tout ce qui est adrénaline et tout ce qui est un petit peu sensationnel. En effet, en fonction de la pathologie cardiaque, ça peut représenter un problème. Astronaute, alors là, je crois que c'est carrément une incapacité. À mon avis, si vous avez des problèmes cardiaques, vous ne pouvez pas être astronaute. Il y a vraiment là, il faudrait que je pousse la réflexion, mais il y a vraiment énormément de tests qui sont faits de santé et de forme physique pour devenir astronaute. Et si on ne passe pas les tests de santé, on ne peut simplement pas. Donc voilà, là, je pense que ça va tout de suite être un refus avant même de commencer le métier. Ou alors, en effet, si vous avez déjà commencé le métier, vous êtes astronaute et que vous développez une pathologie cardiaque ou alors un accident qui crée ou une maladie ou quoi que ce soit qui crée des causes cardiaques, là, ça va être donc une incapacité à faire votre métier. Et donc là, il va falloir changer de métier, se reformer, etc. Le BTP, alors ça peut dépendre, j'imagine, en fonction, si jamais j'ai un peu de mal, le BTP, Laetitia, je ne sais pas si tu avais peut-être une situation particulière dans laquelle ça pourrait représenter une situation de handicap d'avoir un trouble cardiaque. En fait, j'ai pensé à des métiers où il y avait une activité physique.
je m'étais dit, porte de charge, quand on est à l'extérieur, etc. Je supposais que voilà, c'était intense, c'était un exemple. Mais après, peut-être que votre collègue, désolée, j'ai oublié le nom, pourra en parler et peut-être illustrer, parce que ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte et voilà, après, pareil, ça Oui, dépend des activités. Tout à fait. J'aurais 2 exemples à vous montrer chez Framatome, comme quoi on peut pallier en fait à ce genre d'handicap. Je vous les présenterai à la fin, bien sûr. Merci Jennifer de ne pas trop spoiler. Mais très bien, en effet, merci Laetitia d'avoir précisé ta pensée. Pictogramme numéro 7. Des idées pour celui-ci? Il est peut-être un petit peu plus dur à trouver, on n'y pense pas forcément. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça fait penser à la prise de médicaments. En effet, ça peut faire penser à ça, mais non, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des médicaments dans une main. Peut-être des handicaps cutanés liés à la peau. C'est lié, en effet, c'est ça. Ça va être en fait tout ce qui va être les allergies. En effet, c'est ça, tout ce qui va être les allergies, les maladies de peau. Est-ce que pareil, vous avez des exemples de métiers dans lesquels ça pourrait justement avoir des allergies ou des problèmes de peau pourraient représenter une situation de handicap? Dans la restauration, par exemple? Oui, en effet, dans la restauration, en fonction de l'allergie qu'on a, si on est allergique à un aliment en particulier, quelque chose, LHD, lupus érythémateux disséminé. Alors, lupus, je vois ce que c'est, érythémateux moins. Je ne sais pas si S. salamata, tu souhaites préciser? Non, peut-être à l'oral. Mais sinon, tout ce qui va être donc allergie, maladie de peau, ça peut représenter des fortes situations. Je ne sais plus exactement. Il n'y a pas de souci. On pourra aller voir se renseigner après sur Internet après. Mais voilà, tout ce qui va être maladie de peau et allergies cutanées, etc., ça peut représenter de fortes situations de handicap dans tous les métiers qui vont être en lien avec des produits chimiques. Donc, ça peut être produits ménagers ou alors tout ce qui va être les métiers en laboratoire ou en chimie, etc. Mais ça peut aussi être des allergies très très bête en fait, bête au sens où on n'y pense pas forcément. Ça peut être, je sais pas, parce que c'est déjà arrivé, mais une coiffeuse qui, déclare et déclenche une allergie à des produits de beauté, et de soins pour cheveux capillaires trop chimiques, par exemple. Où là, en effet, ça peut être compliqué. Mais voilà, ce genre de cas sont plus exceptionnels et en général, ça va plus être dans tous les métiers qui sont en lien avec justement des éléments chimiques, on va dire. Pictogramme numéro 8, où on trouve ces pictos pas très communs, hors transport en commun pour certains. Alors, ça, c'est ma collègue qui les a trouvés, ces pictogrammes. Je vous avoue qu'il y en a 2-3 que je ne connaissais pas avant. Mais on peut, quand on tape sur Internet pictogramme handicap, il y en a nombreux de... Excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Il y a beaucoup de ces pictogrammes donc, qui se retrouvent ensuite suivant. Ah, merci Jennifer d'avoir vérifié. Pictogramme numéro 8. Une idée. Douleur du dos, Kenza, en effet, ça va être les douleurs du dos, mais de manière plus générale, tout ce qui va être maladie invalidante. Douleur du dos, donc en effet, puisque certaines maladies invalidantes en fait impliquent des douleurs, pas forcément au niveau du dos. Mais voilà, il y a eu donc tout à l'heure la sclérose en plaques qui a été donnée en exemple. On peut penser également au diabète, qui est une maladie invalidante, pareil, qui a été cité, tout ce qui va être donc cancer, VIH, drépanocytose, etc.
Donc des maladies en fait arthrite, arthrose, en effet. Donc là, ça va plus concerner des personnes qui à partir d'un certain âge. Donc, mais en effet, en fonction du métier, même de l'arthrite ou de l'arthrose peut représenter une situation de handicap. On citait, je crois que c'est Laetitia qui tout à l'heure citait les métiers du BTP qui sont assez physiques, où là, il y a des ports de charge à faire, etc. Et bien, en fonction, justement, si on déclenche de l'arthrite ou de l'arthrose, eh bien, ça peut devenir compliqué et on peut avoir une contre-indication au port de charge lourde dû à ça. C'est ça. Et en parlant, très bonne transition pour le pictogramme numéro 9. À votre avis, qu'est-ce qui représente celui-là? Une idée? Je ne sais pas si peut-être vous êtes en train d'écrire, mais trouble de la marche et de l'équilibre. Ça peut. C'est pourtant pas ce qu'il veut représenter, non. Mais ça aurait pu. D'autres idées? Alors, je parlais de bonnes... Oui, Marc? Peut-être handicap lié avec l'âge. Pardon, excuse-moi, ça a coupé. Je t'ai mal entendu. Handicap lié à l'âge, c'est ça. Alors, je ne sais pas si... Merci Laetitia, ça avait coupé en effet. Handicap lié à l'âge, c'est ça. En effet, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que cette personne est représentée avec une canne. Puisque donc on parlait donc d'arthrite, d'arthrose, en fait avec la prise d'âge et notamment la vieillesse, ça crée en fait, ça peut créer en tout cas de par eh bien le vieillissement du corps et tout ce qui va avec, ça peut créer des situations de handicap. On parlait justement de l'arthrite, de l'arthrose, ça c'est complètement ça. Voilà. Et bon, je vais pas je vais pas vous demander ce qu'il représente parce que je pense que vous le savez, mais le 10e et dernier pictogramme, je vous l'ai mis, donc, mais celui-là, il est très connu, donc qui représente une personne en fauteuil roulant pour représenter eh bien tous les handicaps moteurs. Donc là, je voulais préciser, c'est pour ça que je l'ai mis. Ça ne va pas représenter que les personnes en fauteuil roulant, mais toutes les personnes qui ont des difficultés motrices. Soit de par un handicap moteur, un trouble de la marche. Je pense par exemple quelqu'un qui est hémiplégique, c'est-à-dire qui a une certaine paralysie du corps, va potentiellement avoir donc des troubles pour marcher, etc. Mais troubles moteurs, ça peut également être dû être une conséquence d'une maladie invalidante qui crée des douleurs. La sclérose en plaques notamment donc crée des douleurs et ça peut créer donc de la fatigue et des difficultés à marcher trop longtemps, par exemple. Voilà. Alors donc pour résumer, je vous ai quand même mis là toutes les familles de handicap. En général, donc on les classe plutôt en 6. Donc je vais vous les redire vite fait. Le handicap moteur, donc, qui est l'ensemble des troubles qui entraînent une perte totale ou partielle de la mobilité. Donc comme on disait, voilà, fauteuil roulant ou des maladies, des trucs comme donc des maladies comme l'hémiplégie, ce genre de choses. Tout ce qui va être handicap psychique, donc là c'est l'altération de la perception de la réalité. Vraiment à ne pas confondre avec le handicap mental qui est là une déficience intellectuelle. Le handicap psychique ne représente pas, donc la personne garde toutes ses facultés intellectuelles. Donc, on a donné quelques exemples tout à l'heure. Le handicap mental, donc, qui là a une conséquence donc, intellectuelle. Tout ce qui va être maladie invalidante, donc pareil, on a cité quelques exemples. Tout ce qui va être donc handicap sensoriel avec la malentendance, la malvoyance, mais on peut également avoir dans des handicaps liés eh bien, à la perte de goût. On parlait des métiers de la restauration. Quand on est eh bien, un grand chef cuisinier et qu'on a du mal parce qu'on commence à avoir une perte de goût, et bien là, ça peut vraiment être représenté un handicap.
et le handicap cognitif qui avait été vu, où là, ça va représenter donc des troubles de la mémoire, troubles de l'attention. En fait, ça va être des troubles des fonctions exécutives. Donc, question, comment donc mieux discerner handicap psychique et cognitif? Alors, le handicap psychique, ça va être donc des troubles en fait qui altèrent la perception de la réalité. Alors que le handicap cognitif, ça va être justement des troubles des fonctions exécutives, comme par exemple un trouble du langage, un trouble de la mémoire, un trouble de l'attention, ou alors un trouble de l'apprentissage. Les troubles de l'apprentissage, c'est tout ce qui va être dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Alors que le handicap psychique, c'est vraiment donc altération de la réalité, c'est-à-dire qui a des conséquences très souvent relationnelles. Je pense notamment donc à la dépression, où là, il y a un petit peu tout. C'est comme si le cerveau avait mis pause et s'était mis en stop. C'est un petit peu arrêté, où là, justement, on n'a plus goût à rien, etc. Ou alors la schizophrénie, où là, donc, il y a des difficultés donc, de percevoir justement ce que veulent dire les gens, notamment l'exemple, donc une personne schizophrène, quand quelqu'un va parler, si la personne porte du rouge, comme le rouge représente un peu la colère, elle va avoir l'impression que la personne est en colère alors que le discours est tout autre. C'est un exemple très schématique et très basique pour donner un petit peu un exemple. Est-ce que ça te paraît un peu plus clair, Salamata? Je suis désolée, je ne te parle pas. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à certaines typologies de handicap, ou ça vous paraît clair? Alors, pas de réponse, bonne réponse. Parfait. Alors, je voulais faire un petit zoom, justement en parlant de handicap psychique, donc sur la santé mentale et psychologique en France chez les jeunes, puisque c'est quelque chose qui vous concerne directement et encore plus au vu du contexte actuel. Alors, si mon PowerPoint veut bien avancer, parfait. Alors, attendez, j'admets quelqu'un. Voilà, pour en fait informer que en général les maladies mentales et les troubles psychiques se révèlent avant 25 ans, voire même entre 15 et 25 ans, donc pour la plupart, voire entre 15 et 25 ans pour tout ce qui est troubles psychiques. Et il faut savoir qu'il y a plus de la moitié des jeunes, donc les jeunes ça va être 15-25 ans, qui ont déjà été gênés, voire très gênés dans leur vie quotidienne par des symptômes psychiques. Symptômes psychiques, on peut parler donc de paranoïa, de grosses déprimes, de stress intense, de grande anxiété, de phobie, etc. La raison pour laquelle je voulais faire un focus, c'est que, en particulier en ce moment, c'est quand même un petit peu d'actualité. Voilà, encore plus puisque vous êtes donc dans la population où les troubles psychiques ont tendance à se déclarer. Et je voulais en particulier vous faire passer un lien si jamais donc ça vous intéresse. Je vais juste devoir enlever mon PowerPoint, qui est un lien en fait vers un site qui recense partout en France, je vous l'ai mis dans le chat, des aides justement psychologiques gratuites à destination des étudiants. Si jamais vous voulez faire appel donc à ce site, ou alors si vous avez des camarades de classe, des amis, de la famille, ou vraiment qu'importe, surtout n'hésitez pas à faire passer. Je trouvais ça important de faire un petit zoom justement là-dessus au vu du contexte actuel.
Et je voulais faire également un zoom sur un autre handicap en particulier. Je vais vous montrer un texte je vais vous laisser 20 secondes pour lire ce texte. Alors, je démarre un petit chrono et je vous laisse 20 secondes. Hop, les 20 secondes sont terminées. Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à déchiffrer l'intégralité du texte? Le début, oui, et la fin, un peu moins, un peu plus difficile. D'accord, pas du tout, Héloïse dit. Est-ce que vous avez une idée du type de handicap que j'ai souhaité représenter par cette mise en situation? Sachant que c'est La dyslexie. C'est ça, en effet. Je voulais vous faire une mise en situation avec ce type de handicap puisque les troubles 10 et t'excuses pas, vous excusez pas pour l'orthographe, vraiment, il n'y a pas de souci, ça reste un chat. Voilà, la dyslexie et les troubles 10 de manière générale sont assez majoritaires, sont plutôt très majoritaires donc chez les étudiants, donc dans les études supérieures. Et par cette mise en situation, eh bien, je voulais vous sensibiliser au fait que la dyslexie, eh bien, ça fait qu'on est beaucoup plus lent à lire un texte. En 20 secondes, on ne peut pas lire un texte forcément aussi court. En tout cas, pas forcément. Ça induit beaucoup de fatigue. Beaucoup d'exercices également, ça mobilise vraiment les différentes capacités mentales, puisque bon, là, il y avait seulement les lettres qui étaient dans le désordre. Je vous le remets comme ça, si jamais certains d'entre vous veulent s'amuser à le lire en entier. Mais voilà, ça demande une gymnastique en fait mentale plus élevée qu'une personne donc, qui ne présente pas de dyslexie. Et voilà, je voulais vous sensibiliser justement au temps et à la fatigue et à la durée que ça peut représenter. Justement, ce type de handicap qui peut paraître très léger, mais qui peut avoir des conséquences justement de fatigue. Ces étudiants prennent donc contact avec les missions handicap. Alors, en effet, oui, dans le cadre donc soit des études supérieures, soit dans le milieu professionnel, si une personne donc, a une dyslexie et elle peut prendre contact avec la mission handicap pour bénéficier d'aménagements. Dans l'enseignement supérieur, ces aménagements, ça va pouvoir être donc des aménagements d'examen. Je pense notamment à un tiers-temps qui permettra d'avoir un temps supplémentaire pour les examens, justement, pour pallier donc à cette difficulté et à ce processus donc plus lent pour lire ou pour rassembler des idées, pour rédiger, etc. Mais il peut également y avoir des aménagements eh bien, pendant la formation, lors des cours. C'est-à-dire, pourquoi pas, donc une aide humaine, une personne, donc un ou une AVS, afin d'aider à la prise de notes. Ou alors, donc là, dans le cadre d'un enseignement distanciel, ça peut être, pourquoi pas, justement recevoir en amont d'un cours en distanciel de la part du professeur ou de la professeure le support afin de pouvoir en prendre connaissance en amont, de pouvoir le lire, etc. Mais ça peut être également, eh bien, tout simplement, justement, avoir un support de cours qui soit clair, avec vraiment des titres, des sous-parties, etc. Donc ça va vraiment dépendre en fait de la dyslexie de la personne et des besoins de la personne. Voilà, là je vous ai donné pas mal d'exemples, mais chaque personne ayant une dyslexie ne va pas avoir forcément besoin des mêmes aménagements puisqu'elles ne vont pas forcément avoir les mêmes besoins. Et sinon, donc, dans le milieu professionnel, on va voir un petit peu après qu'on a besoin quand même qu'il y a quelques prérequis avant de faire appel à une mission handicap, mais pareil, on peut faire appel à la mission handicap afin d'obtenir, je ne l'ai pas cité, mais ça peut également être utilisé dans les études, mais pourquoi pas avoir un correcteur orthographique avancé, de haut niveau, j'ai envie de dire,
parce qu'en fait, ces correcteurs ont souvent des licences payantes et justement, donc, exemple, avoir un correcteur orthographique donc payé par l'entreprise. Ça peut être un exemple d'aménagement. Alors, donc, pour résumer, donc, les handicaps, les typologies de handicap, donc, les handicaps sont vraiment de différentes natures. Vous avez vu, ça peut vraiment recouvrir donc, des pathologies et des typologies de handicap très vastes. Il y a des handicaps qui sont visibles et d'autres qui sont invisibles, notamment la dyslexie, qui est invisible. Il y a des handicaps donc qui sont de naissance et d'autres qui sont acquis. Acquis, ça veut dire qui surviennent au cours de la vie. Il y a des handicaps qui sont déclarés ou non, puisque les TIA, donc tu posais la question, ces étudiants prennent non contact avec la mission handicap, ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Disons que c'est à eux de voir s'ils le font. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, quel que soit le handicap, si elles ont un handicap invisible, qui ne déclarent pas forcément. En effet, comme dans le milieu professionnel, et ça, on aura l'occasion de voir avec donc Jennifer, on aura l'occasion de vous expliquer justement ce qu'une mission handicap peut apporter à un collaborateur en situation de handicap, justement, pour l'aider, donc comme avantage, comme compensation, etc., de son handicap, et quels sont justement les avantages et l'intérêt de faire appel à une mission handicap dans le milieu professionnel. Tout à fait. Voilà. Il y a des handicaps donc, qui sont acceptés ou parfois des personnes sont dans le déni. Parfois, ça peut mettre du temps à accepter qu'on est en situation de handicap. Mine de rien, ça reste un mot qui est assez fort et qui est assez fortement connoté, qui peut avoir une petite connotation négative en France. C'est aussi pour ça que chez Unir Transition, on fait des sensibilisations chez des étudiants justement pour sensibiliser à ça et essayer de faire en sorte que le handicap soit mieux pris en charge dans la société pour que les personnes puissent plus facilement, on l'espère, accepter donc, le handicap et savoir que et essayer d'éviter justement les situations de handicap. Et donc à garder donc, le handicap qui découle d'une situation professionnelle. Voilà. Handicap et discrimination. Je voulais vous parler donc du principe de discrimination et du principe de non-discrimination. Je vous ai mis donc un visuel qui est un petit peu drôle et à votre avis, quels peuvent être les critères de discrimination qu'on peut avoir face à cette personne à gauche, donc qui est en train de passer, j'imagine, un entretien de recrutement, à votre avis? Alors, en effet, Salamata, pour te répondre, la dyslexie peut représenter justement un handicap. Voilà. Pour revenir à votre avis, la personne de gauche, le fait qu'elle soit en fauteuil roulant, c'est ça. La couleur de peau, l'orientation sexuelle, handicap visible, son âge, en effet. L'orientation sexuelle, donc c'est parce qu'elle a un drapeau donc LGBT. Donc ça peut être soit une orientation sexuelle personnelle, soit une conviction politique, qui est également un critère de discrimination. L'âge, en effet, est un critère de discrimination. D'autres choses qu'on pourrait, pour lesquelles quelqu'un pourrait, pas vous, bien sûr, mais quelqu'un pourrait, pour lesquelles pourrait discriminer cette personne à gauche. Hein. Grossophobie, en effet. C'est ça, cette personne peut paraître, en tout cas, sur le dessin, en surpoids. Le poids est un critère de discrimination, en effet. Pourquoi donc je vous parle de discrimination puisque je voulais revenir avec vous sur l'origine du comportement discriminatoire. Alors, à la base, quand on simplifie les choses, un comportement, à la base, ça vient d'un stéréotype, c'est-à-dire d'une croyance, parfois erronée, sur les caractéristiques d'un groupe social. C'est-à-dire, par exemple, prenons un stéréotype français.
pour certains pays étrangers, certaines personnes non françaises. Les Français, il y a le stéréotype qu'on est mal poli. Voilà, c'est une croyance. On ne sait pas trop d'où elle vient. Ça remonte à plusieurs années. Très certainement, une des pistes pour savoir d'où ça vient, c'est très certainement une différence culturelle et que les règles de politesse n'étaient pas forcément les mêmes à un moment donné, justement, que d'autres pays. Et donc, il y a ce stéréotype du français qui n'est pas forcément poli, qui est pressé, etc. Ça reste une croyance, donc pas forcément fondée. La preuve, vous et moi, on est très polis, on est très gentils et on ne rentre pas justement dans ce stéréotype. Mais le stéréotype, ça va justement amener des préjugés, c'est-à-dire une attitude. Pour simplifier, j'aime ou j'aime pas, j'adhère à cette attitude ou pas. C'est-à-dire, imaginons, vous êtes à l'étranger, le jour où on pourra voyager, bien sûr. Vous êtes à l'étranger, vous entrez dans un bar, je sais pas, vous êtes en Angleterre, vous entrez dans un bar et à votre accent, la serveuse ou le serveur se rend compte que vous êtes français et tout de suite va penser cette personne elle est française, elle va pas me dire bonjour, elle va pas me dire merci, etc., etc. Et ce qui va révéler en fait d'une discrimination, ça va être le comportement que cette personne va pouvoir avoir. C'est-à-dire que comme elle va partir du principe que vous êtes mal poli parce que vous êtes français, elle va être potentiellement, il ou elle d'ailleurs, un serveur ou une serveuse, il ou elle va être potentiellement plus expéditif avec vous, moins poli, etc. Et ça va ramener en fait d'une discrimination. Je vous ai pris un exemple, mais hyper bateau, mais ça peut s'appliquer en fait, ça peut s'appliquer à diverses situations. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, les stéréotypes, mine de rien, qu'on y adhère ou pas, ça va créer en fait des raccourcis intellectuels. Et donc ça va créer en fait des biais en fait chez chacun de nous. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, l'exemple dans un bar, le serveur ou la serveuse qui va entendre que vous êtes français, qui va penser que vous êtes mal poli, c'est un raccourci intellectuel dans sa tête, ça va être français, mal poli, donc je vais avoir tel comportement. Et c'est en prenant compte justement de ces différents biais, de ces différents stéréotypes, qu'on va pouvoir justement revenir dessus, se rendre compte que c'est fondé sur quelque chose parfois et souvent erroné, et éviter justement et essayer de ne pas agir et de ne pas avoir de comportement discriminatoire. Et donc, pour en venir à une définition, à quelque chose d'un petit peu plus défini, voilà, qui ressemble plus à une définition, la discrimination, pour résumer, donc c'est un comportement qui va induire une inégalité de traitement dans une situation comparable. Et ce qui est important, c'est que la discrimination, en fait, c'est un champ d'application, ça va être dans un contexte précis. C'est-à-dire qu'une inégalité de traitement, elle va être dans un contexte précis, ça peut être l'éducation, la santé, l'emploi, donc dans l'emploi ou l'accès à l'emploi, l'accès au logement, les transports, etc. C'est-à-dire que dans votre vie quotidienne, si c'est quelqu'un dans la rue qui va, je sais pas, vous insulter ou avoir un comportement par rapport à, je sais pas, votre apparence physique ou autres critères de discriminatoire, ça va pas forcément, aux yeux de la loi française, relever d'une discrimination. Il faut que ce soit dans un contexte précis. Par contre, on n'a pas le droit de vous refuser un emploi ou l'accès aux soins ou à l'éducation ou au logement, etc., à cause d'un critère, de ce qu'on appelle un critère de discrimination. En France, on retient 25 critères de discrimination. Vous en avez cité quelques-uns. Donc, l'apparence, la couleur de peau, le poids, etc., l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, l'appartenance donc à des idées politiques, etc. Donc il y en a 25, je ne vais pas forcément vous les citer les 25 là, mais il se trouve que le handicap donc est un de ces critères de discrimination. Et que justement en France il y a donc ce qu'on appelle un principe de non-discrimination, c'est-à-dire que c'est interdit par la loi donc de traiter
différemment une personne en raison d'un des 25 critères discriminatoires, que ce soit d'ailleurs réel ou supposé, et que ça peut entraîner justement une action en justice. Très souvent, c'est pour ça que je vous ai mis leur logo, on peut saisir le défenseur des droits justement en disant bah voilà, j'ai été victime de discrimination dans tel contexte, pour tel critère de discrimination, etc. Et ça va être donc le défenseur du droit va pouvoir vous aider pour, eh bien, en tout cas vous conseiller et vous aider, voir si c'est possible, s'il y a preuve, etc. Faire voilà, porter ça en fait au pénal, c'est-à-dire en justice. Est-ce que vous connaissez le premier critère de discrimination pour lequel on fait appel au défenseur des droits? Est-ce que vous avez peut-être une idée de quel critère de discrimination il s'agit? Alors, proposition couleur de peau. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Handicap visible, d'autres propositions? Alors non. Alors ça me semble possible pour couleur de peau, oui, mais aucune idée sinon. Alors, la réponse en fait, c'est le handicap, visible ou invisible. Alors la croyance religieuse, en effet, ça relève d'un critère de discrimination, mais la première cause de saisie du défenseur des droits, c'est le handicap. Et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, au premier abord, pareil, j'aurais peut-être plus pensé couleur de peau, appartenance ethnique, religieuse, etc. Mais non, le handicap, qu'il soit visible ou invisible, c'est le premier critère de discrimination. Voilà, c'est quand même important de le notifier dans cette sensibilisation. Alors, petit quiz. Je ne pense pas, vu que c'est pas moi qui ai lancé la réunion, je vais pas pouvoir vous lancer un quiz directement dans Zoom. Donc, comme on est peu, je vous inviterai à répondre dans les commentaires ou à l'oral. Ce sera plus simple. Normalement, tu as les droits. J'ai les droits, d'accord. Alors, sondage, en effet, je n'avais pas vu. Alors non, ça, il est déjà prêt. Alors, est-ce que je peux créer un sondage? Oui, Salamata, une question. Je t'écoute. Vous m'entendez? Oui. En fait, j'ai une question concernant ce que vous avez dit. Alors, je t'arrête, je suis désolée, on t'entend mal. Je t'entends mal en tout cas. Là, c'est mieux ou c'est pareil? C'est à peu près pareil. Hein. Vous m'entendez vraiment pas? Là, ça va un peu mieux, oui. Oui, en fait, c'est pour en revenir au fait qu'on puisse refuser d'embaucher quelqu'un lié à son handicap. Est-ce qu'un employeur a le droit de refuser quelqu'un parce qu'elle a un handicap, mais parce qu'elle ne remplit pas les critères adéquats pour ce poste? Alors, c'est une très bonne question. Alors, l'entreprise n'a pas le droit donc de refuser un emploi à cause d'un handicap, mais par contre, si elle indique que la raison pour laquelle la personne n'a pas eu son emploi, c'est parce que justement il y avait une personne plus qualifiée en face, ou alors eh bien que la personne ne rentrait pas dans toutes les compétences requises. Merci Jennifer pour le terme. Là, c'est tout à fait légal. C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne a un handicap qu'on doit l'embaucher à tout prix. Ça reste quand même un emploi, il y a une fiche de poste, il y a des compétences requises, des compétences demandées, et il faut que la personne remplisse ses compétences. Par contre, si la personne remplit les compétences et que il est évident, ce qui est difficile à prouver encore une fois, que c'est à cause du handicap parce que la personne a révélé son handicap et que voilà, il était censé y avoir promesse d'embauche, la personne a révélé son handicap, au final la promesse d'embauche a été refusée, là ça va être une discrimination. La nuance est assez difficile en fait, enfin assez difficile, assez subtile, pardon. Est-ce que c'est plus clair? D'accord, merci. Mais en effet, c'est une bonne question. En tout cas, le handicap n'a pas le droit, ou
la croyance religieuse, la couleur de peau, etc., d'être la raison pour laquelle on refuse un emploi ou un logement ou autre. Et si possibilité d'aménagement ou c'est peut-être autre chose lors d'une embauche. Alors, les aménagements, on va y venir. Alors, si la personne en fait remplit les compétences requises pour le poste, mais que l'entreprise refuse puisque elle ne veut pas mettre en place les aménagements, c'est une discrimination et donc c'est une infraction. Disons que l'entreprise n'a pas le droit, surtout qu'il y a des lois en France qui visent à aider les entreprises et qui incitent les entreprises et qui obligent les entreprises à mettre en place des aménagements. Donc pareil, si l'entreprise refuse l'embauche seulement à cause d'aménagements à mettre en place, c'est une discrimination due au handicap. Voilà. Alors, pour en revenir au quiz, je peux juste lancer le sondage, donc je vais pas arriver à en créer un. C'est pas grave, comme on est peu, on va passer par le chat ou par les micros. Question 1, j'imagine que vous avez peut-être eu le temps de la lire. Donc, pour toutes les personnes en situation de handicap, combien en pourcentage ont un handicap invisible, à votre avis? 13, 45, 60 ou 80%? Alors, Kenza qui propose la réponse D. D, 45, 60, 80. D aussi. 80, 60, etc. Alors, pas mal de réponses différentes. Alors, la bonne réponse, c'est 80%. 80% des handicaps sont invisibles. Par exemple, la surdité, tout ce qui va être maladie invalidante, très souvent, c'est invisible, troubles musculo-squelettiques, le diabète, etc. Tout ce qui va être les maladies psychiques, donc troubles cognitifs également, etc. En fait, on l'ignore, mais il y a vraiment une très très grande majorité de handicaps qui sont invisibles. Et pour information, il y a moins de 3% des personnes en situation de handicap qui sont en fauteuil roulant. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un chiffre que je souhaitais évoquer avec vous, puisque très souvent, quand on pense handicap, on va avoir tendance à voir le pictogramme de la personne en fauteuil roulant ou alors une personne en fauteuil roulant, mais ça représente moins de 3% des personnes en situation de handicap. Et donc vraiment, ça se trouve, vous avez des camarades de classe, des amis, ou en tout cas déjà rencontré et conversé avec quelqu'un en situation de handicap sans que vous-même vous ne sachiez. Alors, deuxième question. Parmi toutes les personnes en situation de handicap, combien en pourcentage sont nés avec leur handicap? 3, 16, 45 ou 90%? Musculo-squelettique, c'est invisible. Oui, c'est ça. Ça ne se voit pas. Après, il y a des douleurs qui peuvent être ressenties, mais pareil, si la personne n'en parle pas et ne montre pas de signes douloureux, ça ne va pas se voir. C'est en fait, quand on dit un handicap invisible, c'est un handicap qui ne va pas se voir au premier abord, dans la rue, dans une foule, etc. Alors, réponse B, réponse B, réponse B, réponse B, B. Je crois que tout le monde semble unanime. Alors, en effet, 16% des personnes en situation naissent avec leur handicap. Le reste donc, sont des handicaps dits acquis. Et donc, en fait, ce chiffre, il me semblait assez opportun de vous l'indiquer, puisque ça peut poser voilà, des personnes en fait doivent s'habituer à leur handicap, l'apprivoiser, apprendre à composer avec, etc. Et on estime qu'une personne sur deux sera en situation de handicap au cours de sa vie professionnelle. Quand on parle là de situation de handicap sur une personne sur deux, ça veut dire éligible à une reconnaissance administrative du handicap, c'est-à-dire dans le milieu professionnel. Et ça fait une parfaite transition sur le handicap en entreprise pour aborder justement ce sujet. Type RQTH, en effet Laetitia, c'est tout à fait ça. RQTH, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et c'est donc une reconnaissance administrative du handicap. Voilà.
Alors, pour le handicap en entreprise, on va essayer de passer assez rapidement pour laisser du temps donc, à Jennifer de témoigner de manière plus pratico-pratique. Je voulais juste, donc, petit rappel, il y a une obligation d'emploi depuis 1987 en France, donc d'emploi des personnes en situation de handicap. Et depuis 2005, donc, cette loi oblige les structures de 20 salariés et plus à viser à en fait embaucher 6% de leur effectif de personnes en fait en situation de handicap. Voilà, cette loi en fait, elle est dite incitative, c'est-à-dire que en fait, elle vise par l'obligation à changer les mentalités et à essayer de faire en sorte, eh bien, justement de mettre en place des aménagements, de faire en sorte que le handicap soit compris directement dans le poste. Et donc, dernier point, donc juste pour revenir sur la RQTH, justement pour rentrer dans les effectifs donc de 6%, il faut être éligible, donc il faut avoir ce qu'on appelle une reconnaissance administrative du handicap. Et donc la plus connue et la plus usitée, c'est la RQTH. C'est une demande en fait qui se fait, donc il y a un dossier à remplir auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc un dossier à remplir donc, qui explique la situation de handicap, les difficultés, les besoins en aménagement, etc. Et surtout qui montre en fait en situation professionnelle quelle est la situation de handicap, donc quelles sont les difficultés, les besoins spécifiques de la personne, etc. Et justement, avoir cette reconnaissance, ça fait que tout d'abord, vous rentrez, la personne rentre dans le quota des 6%, et en plus, ça crée donc une obligation de la part des entreprises d'aménager le poste si vous avez besoin, si la personne, je dis vous, mais c'est un vous général, si vous avez besoin donc d'aménagement de poste, l'entreprise est en obligation de vous proposer donc des aménagements. Alors, question, il y a assez de personnes en situation de handicap par rapport au nombre d'entreprises. Alors, oui, en effet, je n'ai plus le chiffre exact, mais peut-être que Jennifer, tu l'as. Mais dans la non, je ne l'ai population pas. française, Je ne peux pas t'aider. il me semble que c'est 10% de la population française qui est en situation de handicap, mais j'ai peur de dire une bêtise. Il faudrait que je retrouve. Non, il me semble aussi, oui. Oui, bon, on va rester sur 10%. Si ça te dit aussi quelque chose, c'est que… merci Laetitia de vérifier. Mais voilà, en effet, donc il y a quand même 10% de la population en situation de handicap en France. Ça représente quand même pas mal de personnes. Et justement, quand on regarde la population en situation de handicap chômeuse, elle est très au-dessus des 6%, elle est à plus de 10%. Je ne sais pas exactement le chiffre puisque ça change tous les ans, mais il y a plus de 10% des personnes au chômage qui sont en situation de handicap. Enfin non, pardon, plus de 10% des personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Excusez-moi, je me trompe. Voilà. Et autre question de quiz, lorsqu'une entreprise donc de plus de 20% ne respecte pas le quota des 6%, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? N'encourt aucune mesure spéciale, doit verser une contribution ou conclure un accord handicap, ou doit accorder du temps bénévole à une association comme l'APF. L'APF, c'est l'Association des paralysés de France. Alors oui, justement, je voulais justement vous poser la question parce qu'il me semblait que justement, si l'entreprise ne respecte pas cette obligation-là, elle a la possibilité de s'exonérer justement en versant une contribution. Mais je voulais savoir justement si c'était bien la réponse. Alors, en effet, ça va être la réponse B. Ce n'est pas une exonération. En fait, elle verse une contribution. C'est-à-dire toute personne donc, qui n'atteint pas, enfin toute entreprise, excusez-moi, donc de plus de 20 salariés, en fait, entreprise ou organisme, parce que c'est également valable pour les organismes de la fonction publique, donc qui n'atteint pas les 6%, doit verser donc une contribution financière à la GFIP, sachant que si l'entreprise est entre 0,1 et 6%, elle verse quand même une contribution qui, plus son quota est élevé, moins la contribution va être élevée. Enfin, va être élevée, c'est ça. Et alors, j'ai trouvé 10% de la population. C'est ça. Merci Laetitia. Donc, on a confirmation, chiffre de l'INSEE 2019, 10% de la population
françaises et en situation de handicap, soit un peu plus de 2 500 000 personnes. Merci beaucoup d'avoir vérifié. Et donc, il y a une option pour les entreprises d'être cette fois-ci exonérées donc, de contributions financières. C'est la possibilité donc, de conclure un accord handicap. Donc, Framatome étant sous accord handicap, je pense que Jennifer pourra vous en parler un petit peu plus si jamais ça vous intéresse. Mais pour résumer, donc un accord handicap, c'est donc l'entreprise qui passe un accord en disant, voilà, pendant 3 ans, parce qu'en général c'est 3 ans, je suis exonérée de contributions à GFIP, mais je vais mettre tel dispositif en place avec tel moyen financier pour améliorer donc ce pourcentage. Ça peut être soit via du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap ou alors une personne qui déclare une situation de handicap mais qui est en incapacité de rester sur son poste, essayer de le maintenir dans l'entreprise ou alors de faire en sorte de la maintenir sur un poste via des aménagements, etc. Ça peut être via le recrutement direct. Ça peut être, il y a diverses choses qui peuvent être comprises dans un accord handicap. Et donc, les entreprises sous accord ne payent pas de contribution, mais ont des engagements à respecter vis-à-vis du handicap. Voilà. Donc, pour résumer, la loi de 2005, elle a défini le handicap. Elle a vraiment donc axé le handicap comme étant situationnel. Elle définit également tout ce qui est les typologies de handicap. Elle prohibe la discrimination. Et important, elle prône l'égalité de traitement des chances. Ce qui donne en fait une obligation et un droit à la compensation. C'est-à-dire que toute personne en situation de handicap a le droit à la compensation dans l'ensemble des champs de la vie, c'est-à-dire pas seulement professionnel, mais également tout ce qui est vie quotidienne, etc. Cette compensation, en fait, elle est réalisée grâce à des aménagements. On en a un petit peu parlé un petit peu plus tôt via vos questions. Ces aménagements, en fait, ça peut être donc des aménagements techniques, des aménagements donc techniques. Là, ça va être par exemple, un logiciel, on parlait tout à l'heure pour les personnes dyslexiques, un logiciel de correcteur orthographique, c'est un aménagement technique. Ça peut être un aménagement humain ou animal. Animal, je pense notamment aux chiens guides aveugles. Ça peut être un aménagement organisationnel dans le cadre des études, donc on a parlé du tiers-temps, mais dans le cadre de l'emploi, ça peut être aménager les horaires de travail pour permettre à la personne d'avoir des soins médicaux, si jamais le handicap entraîne des soins médicaux. Mais il y a tout ce qui va être également compensation personnelle. Là, ça va représenter plutôt le champ de la vie quotidienne. Je pense notamment à une personne malentendante qui va avoir besoin d'être appareillée. Ça va être une compensation personnelle, puisqu'en fait, ça va, c'est en fait sur un besoin qui est vraiment personnel de la vie quotidienne, etc. Et donc, comme on l'a vu, à défaut de la mise en place d'aménagement, la discrimination peut être invoquée, ce qui peut justement entraîner des actions au pénal. Donc, c'est vraiment un droit pour toute personne en situation de handicap et, on l'a vu dans le cadre professionnel, une obligation des entreprises. Voilà. Et Jennifer, je te laisse la parole pour justement témoigner et peut-être illustrer un petit peu plus mes propos. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Tu peux passer les slides ou pas du tout? Oui, parfait. Merci. Donc, en bref, Framatome, c'est juste un fabricant de chaudières nucléaires et d'équipements d'origine. Donc, de 92 centrales nucléaires, il fait un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. C'est 14 000 salariés et 8 600 salariés en France et sur plus de 60 sites, donc en France, en Chine, en Allemagne, aux États-Unis et dans 15 autres pays. Je vous ai mis les opportunités de carrière parce que ça peut vous intéresser pour vos stages de fin d'études ou alors en tant que jeune diplômé, peut-être un poste dans notre société. Aujourd'hui, le recrutement, c'est 800 nouveaux salariés, 200 stagiaires et 300 alternants.
Voilà pour faire court. On passe tout de suite au niveau de la mission handicap. Donc, comme le disait Camille, nous sommes sous accord. Donc là, nous venons juste de renouveler notre accord 2021-2023 et je vous ai mis quelques mesures en fait de l'accord qui pourraient être intéressantes pour vous en tant qu'étudiant. Donc, l'attribution d'une bourse de 400 € par année d'études du stagiaire, l'aménagement d'un poste de travail ou télétravail, une aide aussi sur le prix d'achat du véhicule, c'est-à-dire plafonné à 10 000 €, c'est-à-dire qu'on aide en fait, le salarié entre comment dire? À l'achat de son véhicule à hauteur de 50 pour ses trajets de domicile à la société. Ensuite, on a des autorisations d'absence rémunérées pouvant aller jusqu'à 5 jours et une possibilité d'aménagement d'horaires de travail. Tout ça dans le cadre en fait de l'accord et qui a été, négocié avec, les relations sociales, donc les syndicats. Voilà. Après, je vous ai mis 2 exemples. Aujourd'hui, nous, dans notre société, chez Framatome, on a mis en place 103 aménagements en 2019. Donc, un petit exemple sur un contexte. Par exemple, un salarié ne peut plus exercer son métier. On lui propose un reclassement sur un poste de magasinier avec aménagement du poste de travail. Donc, nous, en tant que mission handicap, on a eu un budget pour aménager son poste. Du coup, on a acheté un gerbeur basculeur de flux électrique, ce qui lui permet de plus avoir possibilité de charge, en fait, de prendre, de pouvoir porter. C'était ça la difficulté. Du coup, on a mis en place ce matériel. Jennifer, est-ce que tu peux peut-être plus, expliquer, ce que c'est un reclassement? Puisque c'est vrai que c'est un droit Ah oui, tout à qui est fait. particulier, Donc un reclassement, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure Camille, en fait, c'est au niveau de comment dire? Du poste, la personne est en incapacité d'exercer son poste, en fait. Du coup, elle a été déclarée à la MDPH qui lui a, validé une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ce qui nous a permis, nous, en fait, de comprendre son inaptitude sur ce poste et de, en fait, lui proposer d'autres postes qui pouvaient, correspondre à son aptitude. Je ne sais pas mmh. si je suis très claire? Si vous avez des questions, Mmh. n'hésitez pas, soit à les poser, donc dans le chat, on les verra et comme ça, Jennifer, Oui, tout à fait. pourra y répondre. C'est ça. Mais, Voilà. voilà, faire une reconnaissance donc en tant que qualité de travailleur handicapé, ça aide également, justement l'entreprise à comprendre, à davantage Mmh. comprendre les besoins. Tout à fait. Alors Salamata, j'ai vu ta question. mmh, En fait, oui, ça change pas le salaire. On reclasse sur une activité parce qu'en fin de compte, la personne est inapte sur le poste, qu'elle exerçait. Mais ça change pas au niveau salaire. voilà, c'est bien, c'est une bonne question. J'avoue que je Mmh. m'étais jamais posé la question. Non, non, on ne peut pas être enfin, on peut pas avoir un salaire dégressif parce qu'on change de métier dans l'entreprise, en fait. On change de métier en plus parce qu'on a eu un problème, on a un handicap qui vient d'arriver, on ne peut pas dévaloriser le salaire. Mmh. Hop, je t'ai passé la slide, Jennifer. Ouais, merci. Et du coup, voilà, un deuxième exemple, donc un salarié perd une partie de sa motricité et de son bras gauche. Donc cela ne lui permet plus de l'utiliser pour diriger son élévateur. Donc en fait, on a aménagé l'élévateur pour que en fait, il puisse lui conduire cet élévateur et continuer à travailler sur son poste de travail. Du coup, nous, on a budgété et on a acheté un bras articulé pour la charge et la décharge de fournitures. Donc on Voilà. a aménagé son poste pour qu'il se maintienne dans son poste. C'est un autre exemple, en fait, par rapport, au premier qui était un reclassement parce que la personne était inapte sur son poste, sur le poste concerné. Voilà, donc quels sont Voilà les 2 acteurs qui exemples. aident à l'aménagement? Ah, quels sont les acteurs? Alors tout d'abord, il y a le service de santé au travail qui atteste, de la, de la comment dire? De la possibilité d'aménager le poste de travail. Donc elle va déclarer, «Oui, monsieur X a besoin de ça pour continuer et se maintenir dans son emploi». Ensuite, le référent handicap de l'entreprise, qui est aujourd'hui, j'en fais partie, moi je m'occupe du site de la défense pour Framatome, va mettre en place en fait un processus où nous allons, activer nos prestataires, et ensuite définir, au niveau budget, quels sera les besoins donc du salarié et quel sera le matériel qu'on pourra mettre en place. À partir de là, vu que on est sous accord et qu'il y a un budget pour, ça met environ, enfin, minimum quelques jours, maximum,
une dizaine de jours pour que la personne ait comment dire, ait son matériel pour pouvoir continuer son emploi. C'est ça et en effet, Laetitia donnait l'exemple, d'un ergonome. Dans Mmh. certaines situations, en effet, on peut faire appel, à un ergonome. Je ne sais pas si Jennifer, peut-être tu as un exemple en tête qui te vient? Bah, nous, on fait appel alors nous, on a une infirmière qui est aussi spécialisée en ergonomie. Donc du coup, quand on analyse, enfin, on fait des analyses de poste de travail, elle vient souvent avec nous pour voir ce qui correspondrait le mieux aux besoins du salarié. Donc après, ça peut être, juste, sur une chaise ergonomique, ça peut être sur un comment dire? Un bureau, qui s'appelle lever debout. C'est-à-dire que la Mmh. personne, elle a des maladies, une maladie chronique, du rhumatisme ou des choses comme ça et en fait, elle ne peut plus rester assise toute la journée. Donc du coup, on va mettre en place un bureau assis debout. Donc elle va pouvoir, travailler autant assise que debout, comme il s'appelle, comme il est nommé. Voilà, c'est ça. C'est un bureau, en fait, qui est, je crois qu'il s'est branché, c'est un truc électrique et on a un bouton, ça permet de lever, en fait, Tout le à fait, bureau voilà. pour, voilà, pour avoir un standing desk, en fait. Voilà, le salarié choisit, quand il en a besoin et quand il sent qu'il est moins confortable assis. Oui, c'est bien, en fait, là, c'est en plus, ça laisse, le choix au salarié de décider lui-même de son aménagement et de quand il a besoin d'être debout, d'être assis et cetera. Tout à fait. Et sinon, voilà, moi, on m'avait cité aussi comme exemple, il y a pas longtemps, une entreprise qui avait fait appel à un ergonome, pour, je trouvais que c'était un alternant, qui avait, qui avait un handicap visuel, une Mmh. malvoyance et ils ont fait appel à un ergonome pour vérifier qu'il n'y avait pas de difficulté de déplacement dans l'espace. Et Très donc pour bien. vérifier qu'en fait l'espace était suffisamment bien aménagé par rapport, par rapport au handicap, voilà. Donc parfois on peut également faire appel à un ergonome, pour des handicaps, liés au visuel également. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez, d'autres questions, pour Jennifer? Alors, contrairement enfin, voilà, par rapport justement à comment ça peut se passer en entreprise, peut-être plus spécifiquement chez Framatome, quelques questions sur, des aménagements spécifiques et cetera. Alors et pour la fin du webinaire, vous pourriez peut-être nous parler de vos parcours. Laetitia, tu parles de Jennifer ou de moi-même ou des 2? Alors, Oui, fais les 2, ça s'il vous plaît. Bah, après, peut-être s'il y a d'autres questions par an, il y a pas de problème, hein. C'était juste pour, d'accord. aborder Bah, un autre thème. d'accord, on va peut-être juste attendre, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Faisal a répondu non, parce qu'on va peut-être en effet donner la priorité aux questions. Non plus. Et beh, alors, bah, très bien. Jennifer, si tu veux nous parler peut-être, un peu de ton parcours, comment tu en es arrivée, à travailler, à la mission handicap, en mission handicap? Bah, alors ça fait maintenant 1 an et demi que je suis à la mission handicap Framatome, mais j'ai pas du tout un parcours qui s'avérait prendre ce chemin-là. En fait, je suis de formation ressources humaines et il y a 1 an et demi du coup, j'ai dû changer de poste parce que mon poste a été, supprimé et ce poste a été, donc ouvert et ayant travaillé, chez d'autres sociétés, dans le handicap, mais légèrement sur les aménagements de poste, j'avais plutôt une appétence envers comment dire? Cette spécificité et du coup, ben, le challenge m'a été proposé et aujourd'hui, bah, ça fait 1 an et demi que je suis dans le handicap. Voilà. C'est Et un concours de circonstances et aussi une appétence. et comment tu t'es formée sur le handicap? Est-ce que justement à Framatome, on tu as eu une formation particulière, Ah oui, oui, j'ai suivi une formation particulière, en fait sur toute l'année 2020 et fin d'année 2019 aussi. Donc en fait, bah, d'ailleurs, vous en faites partie de ma formation puisque vous avez fait des formations sur les maladies psychiques, cognitives, donc Oui. Unir Transition en fait partie Mmh et mh. plus spécifiquement, oui, j'ai une formation de quelques jours en fait, sur, bah, le les ressources en fait au niveau handicap. Donc autant dans le recrutement
que dans comment dire, les entretiens avec les personnes en statut de handicap, parce que ça aussi, ça peut être aussi difficile si on se retrouve en face de quelqu'un qui a un problème psychique. Il faut savoir le gérer, il faut savoir rester plus ou moins, enfin, calme avec tout le monde, mais il peut y avoir des côtés un peu plus délicats en fin de compte à avoir. Donc j'ai appris pendant 1 an à côtoyer et à travers mes réseaux aussi, on travaille avec des réseaux qui sont externes. On échange avec des, homologues en fait de d'autres sociétés. Donc aujourd'hui, moi je suis dans le bassin parisien à La Défense, donc il y a beaucoup de sociétés qui nous ressemblent comme, je pourrais vous en citer quelques-unes, Capgemini ou Altran ou Safran et en fait, avec ces homologues, on peut partager des situations compliquées, des situations où, on a besoin de solutions immédiates et donc en fait ça nous aide aussi dans le handicap. Et au niveau législatif et ben, Sophie Cluzel qui est notre ministre quand même, Mmh. pour les personnes handicapées, on est plus ou moins alors on n'est pas en contact direct, mais c'est quand même à travers elle qu'on tient la législation en interne au niveau des entreprises donc il y a elle et puis il y a d'autres exemples. Mmh. Ah ben super, mais en effet, il y a de plus en plus d'entreprises qui échangent sur des bonnes pratiques et c'est Mmh. vrai que, voilà, chez Unir Transition, on propose également des formations, Mmh. soit dans le cadre donc du programme Emploi and School, c'est le programme dans lequel, cette sensibilisation est donnée, mais également, hors de ce programme-là, c'est vrai qu'on propose des formations, en interne ou en intra, aux entreprises sur divers sujets justement, du handicap. Mmh mh. Mmh. Et sinon, moi pour mon parcours, alors moi j'ai pareil, j'étais pas forcément, destinée, je m'étais pas forcément destinée au handicap à la base. J'ai une formation, en école de commerce, spécialisation, entrepreneuriat et gestion de projet et j'ai toujours, très tôt, été attirée par, ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire et il se trouve que j'avais une appétence, entre autres pour le handicap de par des expériences diverses. Tout d'abord, puisqu'en école, j'avais co-créé une association de sensibilisation au handicap avec une amie dans mon école lors de mes études. Et il se trouve que je suis touchée par le handicap indirectement par des membres de ma famille. En fait, j'ai trouvé mon premier emploi dans le milieu du handicap, donc dans une autre association. C'était parce que ça fait 2 ans moi que ça fait pas tout à fait 3 ans que je suis diplômée. Je suis plutôt encore, je fais encore partie des jeunes diplômés, on va dire. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une autre association liée au handicap sur l'accompagnement donc des jeunes en situation de handicap. Là, j'étais beaucoup plus en contact avec les jeunes. Et là, ça fait 3-4 mois donc que je suis à Unir Transition pour justement plus sur le domaine de l'enseignement supérieur. Et comme je vous le disais, voilà, nos 2 axes, justement, c'est la sensibilisation des étudiants et la formation. Des référents handicap des établissements du supérieur afin qu'ils puissent être outillés pour justement accompagner les étudiants en situation de handicap et quelques formations justement à destination de nos entreprises partenaires, dont fait partie Framatome. Voilà. J'avais peut-être dernière petite chose, on a, si ça vous embête pas, donc on a un petit questionnaire de satisfaction. Si vous voulez bien le remplir, avec plaisir Laetitia. S'il vous plaît, je vais vous mettre le lien. Ça va vous prendre donc vraiment moins de 5 minutes. Nous, ça nous permet donc d'avoir vos retours par rapport à cette sensibilisation. Je vous l'ai mis dans le chat. Et alors, comment je fais pour l'enlever? Voilà, ça va nous permettre d'avoir vos retours donc justement sur cette sensibilisation, de pouvoir voilà, poser d'autres questions si jamais vous en avez, voir vos retours, toujours améliorer cette sensibilisation. Donc, s'il vous plaît, ça nous est d'une grande aide. Et je transmettrai donc ce support de sensibilisation donc à l'établissement qui pourra, si vous le souhaitez, vous le retransmettre. Comme ça, vous y retrouvez notamment mes coordonnées et vous pourrez retrouver donc les différents éléments de cette sensibilisation dont on vient de parler.
Mais écoutez, si vous avez des dernières questions qui vous sont venues, n'hésitez pas. Et sinon, en tout cas, je vous remercie tous. Oui, Marc, tu as levé la main. Oui, c'est pour une question, mais je vous laisse finir. Oui, vas-y. Ah oui, du coup, je voulais savoir aussi un petit peu, alors c'est une question un peu bête, je pense, enfin un peu large surtout. Pas de question. Qu'est-ce que la crise sanitaire a justement changé auprès de vos missions et puis auprès des conditions de travail aussi pour Jennifer dans son entreprise, au niveau justement du handicap? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, et nous, ça a beaucoup changé parce que on a fait face à des personnes où on a dû les aménager en télétravail, en fait. On a pu les aménager en télétravail et la difficulté, 1re, on va dire que ça a été l'isolement, en fait, de ces personnes. Donc il a fallu, être, présente et en fait, être présente, au niveau, digital n'est pas aussi évident que présentiel. Mais on a mis en place des plus ou moins enfin des messages où les personnes en situation de handicap pouvaient nous contacter, dès qu'elles le souhaitaient pour des besoins ou même pour des juste des discussions pour pas elles se sentent isolées, en fait, par rapport à la crise. Mmh mh. Mais sinon, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, enfin, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont vu certains de leurs collaborateurs en situation de handicap avoir de nouvelles demandes, d'aménagement. Puisque c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, mais quand une personne a besoin d'aménagement, les aménagements ne sont pas forcément fixes. C'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer dans le temps et le contexte actuel peut, modifier, justement, les aménagements. Jennifer, tu avais donné l'exemple, par exemple, d'un standing desk et ben, Mmh. en cadre du télétravail, j'imagine qu'il a peut-être dû falloir installer, un bureau justement assis debout, au domicile des personnes, donc potentiellement. Je ne sais pas si c'est des choses que Si, tu as si, dû ça pouvait être envisagé. Il y a eu aucun souci en fait, parce que l'ancien salarié avait en poste de travail, on va dire, inter-entreprise, il a pu aussi l'avoir, par rapport à chez lui, selon les conditions dans lesquelles, son logement le permettait en fait. Mmh. Oui, bien sûr. Parce que ça, on ne peut pas étudier le logement de la personne par rapport à la société. Oui. Mmh mh. Mais, sachant que toutes les demandes ont été comment dire? Et on a été à l'écoute de toutes les demandes et on a pu aménager tous ceux qu'on demandait. Donc, Mmh. Ah, mmh. c'est bien. Mmh mh. Et vous aviez, quand il y a eu confinement, vous aviez fait une communication particulière, Ah par oui, tout de rapport, suite. Oui, mmh, oui, on a mis en place en fait, nous on a un système de psychologue inter-entreprise. Donc déjà on a une plateforme qui permet à tous salariés confondus là, de pouvoir appeler s'il y a un souci, une angoisse, une anxiété ou même, des gens qui ont besoin de communiquer ou besoin de parler. Donc, on a ce système qui est mis en place. Ensuite, on a le service, de santé au travail qui a été, là à 100. Voilà. Après, il y a eu aussi moi qui suis référente handicap et chargée de mission. Il y avait beaucoup d'interlocuteurs en fait qui prenaient le relais en fait. mmh, Mais ça en termes de, bon, bah, le référent handicap, oui, sur le handicap, mais en termes de globalité en fait de la population aussi. Parce que ça a été mmh. difficile pour les personnes en statut de handicap, mais pour tout le monde en même temps. D'accord, merci. Laetitia, tu avais une dernière question? Effectivement, c'était pour notamment les étudiants qui étaient malentendants ou sourds et qui avaient besoin, d'adaptation, notamment pour pouvoir suivre les cours. Je voulais savoir si vous avez pu en rencontrer et quels ont été les aménagements? Parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez pu, les uns les autres, tomber parfois sur, des messages sur les réseaux sociaux, enfin, voilà, des vidéos où ils expliquaient que, voilà, c'était un peu compliqué dans certains cursus. Alors voilà, je voulais avoir comme un retour d'expérience. Oui. Jennifer, est-ce que vous avez eu le cas, vous, chez Framatome, de collaborateurs en situation de handicap, auditive? Ah oui, oui, nous on a d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont en situation enfin, en déficience auditive dans les usines, par exemple Oui. et nous à pa enfin, on les appareille, et la mission handicap, Mmh. prend intégralement enfin, c'est pris en charge intégralement par la mission handicap. Donc Oui, et dans le cadre du télétravail, hein, est-ce qu'il y a eu quels aménagements vous avez pu mettre en place justement pour que ces collaborateurs, en situation de handicap auditif puissent, suivre ne serait-ce que les visioconférences, hein? donc du coup, nous, on a eu aussi le sous-titrage qui a été mis en place parce que c'était pas évident en fait nous, on utilise Mmh. Skype
et c'était pas évident de voir en fait l'expression ou de lire sur les lèvres, même si la personne était en visio. C'est pas Mmh. forcément, enfin pas comme quelqu'un qui est à côté de vous. Donc on a mis en place, ce système, on a mis en place aussi des amplificateurs parce que, il a fallu en fait, canaliser, le volume en fait de ces visios pour permettre à l'appareil, Mmh. l'appareillage auditif de correspondre en fait au niveau sonore. Mmh. Après, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? J'ai pas d'autres exemples. Mmh. Mmh. Sinon, moi j'ai eu l'exemple, j'avais assisté à une table ronde en visuel où il y avait entre autres pas mal d'étudiants, puisque c'était, et pas mal de jeunes diplômés puisque c'était un petit peu le public cible et ils avaient mis en place donc justement ce sous-titrage. C'est ce qu'on appelle aussi la vélotypie, c'est un autre nom du sous-titrage instantané Mmh. et ils avaient également fait appel, pour cette Un table ronde interprète, à non? voilà, à des Oui. interprètes. Oui, C'est oui, ça. tout à fait. Là, ça me vient. On a un salarié qui est dans cette situation et en fait, il a un logiciel qui lui permet d'avoir un interprète, à l'instant T, où il passe ses appels téléphoniques ou, ses visios. Donc Oui. c'est un système, lui, il a une tablette spécifique et en fait, il y a, alors je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'il y a, un certain nombre d'interprètes qui sont connectés sur une plateforme et dès qu'il appelle, en fait, il y a un interprète qui peut lui transmettre le message ou lui retranscrire en tout cas. C'est ça. Mmh. J'ai une collègue à qui c'est arrivé, justement, elle discutait avec une personne, malentendante via un interprète au téléphone. Mmh. C'est vrai que les interprètes sont pas forcément, utilisés, enfin usités en tout cas, on fait pas forcément appel à eux dans le cadre des études supérieures puisque ça a un certain coût, que, les établissements peuvent pas forcément se permettre. Mais, là, ce qui va être, plus facile à mettre en place, ça va être justement le sous-titrage. Mmh. Sachant qu'il y a certains, logiciels de visioconférence qui permettent, j'ai appris ça il y a 2 jours, qui permettent le sous-titrage automatique, comme ce qui peut, être sur, YouTube ou sur, ils sont en train de le mettre sur Instagram d'ailleurs aussi, je crois. Mais pour le moment, je sais que Teams et Zoom en ont, mais uniquement en anglais. Mmh. Teams a j'ai vu un article comme quoi ils ont pour objectif de mettre en place le sous-titrage automatique en français, bientôt. J'imagine dans d'autres langues également, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais voilà, à voir justement avec l'établissement, en tout cas s'il y a besoin, de pouvoir mettre en place ça ou alors, justement amplificateur. Mmh. C'est un aménagement, technique où, Sinon, voilà. il y a eu un échange avec aussi le directeur de Microsoft. Si vous avez la chance d'avoir, Office 365, vous avez, des, modules en fait, qui ont été, intégrés pour l'accessibilité numérique et qui, couvrent tous les types d'handicap en fait et Mmh. c'est, dans les logiciels directement. Donc en fait, nous, on a eu une démonstration. C'est incroyable parce que ça permet à tout type d'handicap de pouvoir, accéder, tout de suite à l'information. Oui, je pense notamment, moi on m'a parlé de ça, notamment pour, tout ce qui est, handicap, tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, Mmh. où justement ils ont un module, justement un module, accessibilité, je crois que c'est un voilà, il doit y avoir une case ou quelque chose qui s'appelle accessibilité et qui permet, sur n'importe quel document Word ou j'imagine que c'est pareil, avec, donc toute la suite, Office, de changer, le contraste, le fond, la police de caractère, l'espacement entre les lettres, entre les mots, entre les lignes et cetera. De pouvoir, pourquoi pas, mettre en couleur, les verbes, les adjectifs, les noms et cetera et qui permet donc justement une lecture beaucoup plus facile. Donc je ne savais pas également qu'ils avaient fait de l'accessibilité pour, d'autres typologies de handicap. Si, Mais si. surtout, oui, n'hésitez pas à Mmh. regarder puisque, j'ai cru comprendre, qu'en ce moment, ils font beaucoup de présentations, notamment, pour les entreprises, pour Mmh. faire découvrir ça Oui, et parce que nous, on a une déclaration obligatoire, en fait, qui est sortie il y a quelques années, je crois en 2018, qui s'appelle la RG2A, c'est-à-dire le référentiel général, en fait, qui se concerne l'accessibilité numérique. Et en fait, oui, les sociétés sont dans l'obligation de mettre à jour, tout, leur système, web et intra-entreprise, accessible à tout type d'handicap ou tout type de personnes pouvant avoir, accès à ces sites. Donc c'est une obligation, légale. c'est ça et mine de rien, Mmh. l'accessibilité numérique donc ça va
va y avoir donc pour tout ce qui est outils de visio, donc les handicaps auditifs, mais va y avoir également pour tout ce qui est site internet, handicap visuel, mais pas que. Comme je disais, handicap, Tout tout à ce qui va fait. être handicap, il y a beaucoup de personnes avec des handicaps cognitifs qui ont des difficultés de compréhension. Donc, ne serait-ce qu'avoir des sites internet ou des documents numériques qui soient bien titrés avec des titres, des sous-titres, etc. Je sais pas, par exemple, nous, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le PowerPoint, je remonte, par exemple, à chaque fois que vous avez les titres, en haut à droite, on reprend le nom de la partie, tout en bas de document, on reprend le nom on affiche le nom de la présentation du document, les nombres de pages, etc. Donc ça, voilà, on voit en haut à droite qu'on est dans la partie 5. Voilà, ça, ce sont des choses en fait qui permettent pour des personnes donc avec notamment handicap cognitif d'avoir des facilités en fait pour se rendre compte de où on en est dans la présentation, etc. Ça rentre aussi dans l'accessibilité numérique. Voilà. C'est bien. Je suis allée trop vite. Excusez-moi. Très bien. Bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est les dernières questions parce que je n'en ai pas vu dans le chat. Merci à tous et à toutes donc, pour votre participation, vos questions. Vraiment très enrichissantes. Et merci Jennifer de tes exemples et ton intervention qui était très, très intéressante et appréciée. Merci à vous surtout. Je pense. Je ne sais pas si, Guina, vous avez un dernier mot. Je vois que vous avez remis votre caméra. Bonne soirée, bon appétit. Ah, d'accord. Eh bien, en effet. Et merci tout le monde. Merci à tous les étudiants en tout cas. Et puis, bonne continuation à tout le monde et à bientôt, Camille. Oui, à bientôt, Jennifer. Et oui, vraiment, merci à tous et à toutes. Et vraiment, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Surtout, on est là pour ça. Et si jamais vous êtes concerné, la mission handicap de votre établissement aussi. Voilà. Au revoir. Bonne soirée à tous.